Les remords de Sonia. Mon nom est Daniel Parent et ma mission est de vous aider à traverser les périodes difficiles de la vie. N'hésitez pas à commenter ce compte, le partager et le faire connaître afin de contribuer à cet effort. Je vous en remercie. Afin de bien profiter des minutes qui suivront, installez-vous confortablement dans un endroit à l'abri des distractions et où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux et écoutez la narration. Vendredi, fin d'après-midi. En quittant les bureaux presque vides de l'agence, Anne-Marie aperçoit Sonia encore au poste malgré l'heure tardive. « Bonsoir, ma chérie. Ne travaille pas trop tard. Profite bien de ton congé pour te reposer, t'en as tellement besoin. Et surtout, tâche de ne pas trop penser à tes collègues qui vont te remplacer pendant ton absence. Ciao !» Sonia pousse un profond soupir. Elle a beau être exposée depuis des années aux remarques aigres-douces de sa collègue, elle ne peut s'empêcher d'éprouver un peu de culpabilité. Et il est vrai qu'elle n'est pas si épuisée et que son congé occasionnera une surcharge de travail à ses collègues, mais sa décision est prise. Elle termine la rédaction de son message d'absence, éteint son ordinateur et quitte le bureau. Ce soir-là, elle se couche tôt en prévision de son pèlerinage du lendemain, mais elle dort mal. Au milieu de la nuit, elle entend des bruits provenant du jardin. Elle va à la fenêtre et aperçoit Thomas, son jeune fils, sur son tricycle. Elle se précipite alors à l'extérieur et se rend compte que son garçon a complètement saccagé le jardin. Toutes les plantes ont été piétinées, broyées, arrachées. Elle entre dans une grande colère et se met à frapper son fils. Après un moment, épuisée, elle cesse de frapper et contemple son jardin saccagé. Parmi les débris, elle aperçoit son fils, inerte et couvert de sang. Elle réalise son geste et se met à hurler de douleur. Elle se réveille alors en sursaut et se précipite vers la fenêtre. Le jour se lève. Il n'y a personne dans le jardin qui, par ailleurs, est totalement intact. T'as encore fait un cauchemar. Sébastien, son conjoint, est à demi éveillé. Viens te recoucher, tout va bien. Des cauchemars, elle en a fait plusieurs ces derniers temps. Au début, ils étaient moins fréquents et moins percutants. Maintenant, après 5 ou 6 mois, elle en fait presque toutes les nuits. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle a décidé d'aller passer quelques jours à Saint-Fabien-de-Milton, sa ville natale. Elle n'a pas remis les pieds à Saint-Fabien depuis l'âge de 5 ans, alors que ses parents sont revenus vivre à Montréal. Ses parents s'y étaient installés juste après sa naissance et elle n'y avait conservé que peu de souvenirs. Quelques photos jaunies dans un vieil album, une petite ville industrielle, bâtie sur les berges de la rivière Milton, qui faisait tourner quelques moulins, tous arrêtés aujourd'hui. Elle se souvient pourtant d'une journée très particulière. Ce jour-là, elle faisait des allers-retours incessants en trottinette sur le trottoir devant la résidence familiale, un minuscule logis au 2e étage d'un triplex de briques, lorsque soudain un petit voisin lui barra le chemin. Elle fit demi-tour et se rendit ainsi jusqu'au bout du carré de maison, à la limite du territoire qu'il lui était permis de parcourir seule. Puis elle revint sur ses pas. Le petit voisin était toujours là,
les jambes largement écartées et les bras formant un grand X. Il lui barrait la route. Sonia décida alors de rentrer chez elle pour aviser sa mère du comportement de ce jeune garnement, mais voilà, elle ne pouvait pas se rendre chez elle car justement elle lui barrait la route. Elle vit rouge et décida de foncer sur cet empêcheur d'aller tout droit. Le garçon tomba à la renverse et se fracassa la tête sur le trottoir. Enragée, Sonia le frappa avec ses pieds puis avec sa trottinette jusqu'à ce qu'un passant la prenne dans ses bras pour arrêter le carnage. Le dernier souvenir que garde Sonia de cet événement. Elle se débat et crie dans les bras de cet inconnu, alors que sa mère et celle du petit garçon dévalent en courant les marches de leurs appartements respectifs. Le lendemain était le jour de leur déménagement, et Sonia ne remit plus jamais les pieds à Saint-Fabien-de-Milton par la suite. Bien sûr, elle fut sévèrement punie. Ses parents ont fait référence à cet événement à quelques reprises au cours des années qui ont suivi, mais son souvenir demeure vague. Le déménagement, la grande ville, les nouveaux voisins et les retrouvailles avec les cousins et cousines, puis le début de l'école ont au fait d'éclipser les détails de l'événement. À cet âge, on apprend rapidement beaucoup de choses. Sonia a rapidement appris à oublier ses mauvais souvenirs. Elle ne sut jamais, durant toutes ces années, 30 ans pour être précis, ce qu'il était advenu du petit garçon, ni de la nature ou de la gravité de ses blessures. Ses parents lui avaient laissé entendre que les blessures avaient été assez sérieuses, mais sans jamais donner de précision. Aujourd'hui, ses parents sont décédés. Ils ont eu un accident de voiture en revenant de la visiter alors qu'elle étudiait à Sherbrooke. Mais ça, c'est une autre histoire. Samedi après-midi, ses valises bouclées, elle embrasse ses enfants et les serre dans ses bras, comme si elle ne devait plus jamais les revoir. Elle embrasse Sébastien et lui redemande pour la 100e fois si sa décision est la bonne, puis elle quitte la maison. Il lui faut une bonne heure pour quitter la ville et sa banlieue, suivie d'une autre heure d'autoroute. À la sortie de l'autoroute, elle s'arrête dans une halte routière et commande un café. Le plus difficile est fait, se dit-elle. Ce qui va se passer maintenant dépendra moins de moi que des circonstances. Elle reprend la route, probablement celle-là même qu'elle avait empruntée 30 ans plus tôt. Elle chemine entre les collines, traverse une succession de champs en friche et de forêts jaunissantes. C'est une belle journée. La route est magnifique, elle se sent bien. Elle a réservé sa chambre dans une auberge à une dizaine de kilomètres de sa destination. Ce pèlerinage, elle l'a soigneusement préparé. Quoi qu'il arrive à Saint-Fabien, quoi qu'elle y découvre, elle pourra toujours se réfugier à l'auberge pour prendre du recul au besoin. L'auberge est accueillante, sa chambre est confortable et le souper succulent. Elle se couche tôt, c'est demain que débute la quête. Sans surprise, elle passe une nuit agitée, mais la fraîcheur et la pureté de l'air la réconfortent. Au programme aujourd'hui, repérage. Elle visitera les lieux, tâchant de retrouver la maison de son enfance, sans plus. Elle prend un bon déjeuner à l'auberge. L'aubergiste est chaleureuse, mais un peu trop familière au goût de Sonia. Elle élude de mieux ses questions, mais note tout de même quelques tuyaux concernant les sites d'intérêt des environs. C'est une journée un peu grise et fraîche. La route jusqu'à Saint-Fabien est vite parcourue, et bientôt elle arrive sur la rue principale. Une rue plutôt coquette avec un terre-plein central fleuri. Ce doit être magnifique au printemps et au début de l'été.
Le boulevard est bordé d'une variété de petits commerces plutôt accueillants. Il y a peu d'activités au centre-ville en ce dimanche matin. Elle remarque avec plaisir la présence d'un petit café, de quelques restaurants et d'une boulangerie. Il y a aussi un salon de coiffure, un optométriste, quelques boutiques de vêtements, un d'articles de sport, une clinique médicale et quelques établissements bancaires. Cela contraste avec l'idée qu'elle se faisait de sa ville natale, qu'elle imaginait à demi abandonnée. Elle décide de commencer sa visite systématique à pied, en commençant par la partie à l'est de la rue principale, entre celle-ci et la rivière. Cela représente 5 ou 6 avenues coupées par 4 rues transversales. Les 2 premières avenues sont bordées de duplex en briques, attachés les uns aux autres. Un quartier ouvrier typique, la montréalaise. On y trouve même des escaliers extérieurs. On se croirait sur le plateau Mont-Royal. Mais cela ne correspond pas tout à fait à l'unique photo de la maison de son enfance. À partir de la 3e avenue, le paysage change. Les escaliers extérieurs subsistent en partie, mais les briques cèdent souvent la place au bois ou aux revêtements métalliques. De plus en plus, les maisons sont plus isolées les unes des autres, plusieurs duplex encore, mais aussi des maisons basses. Entre la 2e et 3e rue, son cœur se met à battre plus rapidement. Elle vient de repérer une maison qui pourrait bien être celle de la photo. Malheureusement, cette photo, elle n'a pas avec elle, mais tout de même, tout y est. Le mur de briques, les 2 portes centrales au niveau du sol, encadrées de 2 fenêtres. Les 2 autres portes sur le balcon à l'étage sont aussi encadrées par des fenêtres. Par contre, la maison se trouve trop près de l'intersection et elle n'arrive pas à imaginer dans quel bâtiment pouvait bien résider le jeune garçon. Elle note l'adresse dans son carnet, prend une grande respiration et continue sa quête. Les avenues suivantes présentent un spectacle plus triste. Plusieurs bâtiments ont été détruits ou ont brûlé. D'autres ont été rafistolés, défigurés et quelques-uns sont abandonnés. Toutefois, sur la 6e avenue, il repère un bâtiment qui pourrait bien correspondre. Cette fois, la distance avec l'intersection est bonne et le bâtiment voisin pourrait bien être la maison où habitait le jeune garçon. Par contre, le revêtement extérieur diffère de celui de la photo. Les briques ont disparu. Peut-être a-t-il été modifié. Elle brûle de poser la question au voisin, mais se retient. Pour aujourd'hui, elle s'en tiendra au repérage. Elle note l'adresse et poursuit sa marche. Elle arrive bientôt à la rivière qui est bordée d'une plage assez fréquentée pour la saison. Il faut dire que c'est une très belle journée et que la plage n'est pas très grande, encadrée par un pont l'enjambant au nord et un petit boisé au sud. Elle longe ensuite ce boisé, au-delà duquel seule une usine désaffectée occupe un grand terrain vague au bord de la rivière. Un moulin sans doute. Là où avait dû travailler son père sûrement. Cette vue fait monter en elle une nouvelle vague d'émotions. Il est presque midi et la faim se fait soudainement sentir de manière impérieuse. Elle emprunte la dernière rue au sud du village et se dirige allègrement vers l'artère principale pour y trouver un restaurant. Elle opte pour la boulangerie où l'on a installé quelques tables en terrasse. Une pause bien méritée. Cet après-midi, elle explorera la partie ouest de Saint-Fabien. Cette partie est plus étendue et Sonia est un peu fatiguée, mais elle verra bien. Elle se sent bien, tout est calme. Il n'y a pas foule et tout le monde se parle, comme une douce musique de fond. La nourriture est simple et délicieuse. Elle ferme les yeux. Elle savoure le moment. Voilà. C'est déjà le moment de repartir. Elle décide d'aller faire un peu de repérage en voiture avant d'arpenter les rues à pied. Les 3 premières avenues comportent des bâtiments de briques, des duplex et des triplex, mais pas seulement. On y trouve aussi quelques demeures plus luxueuses et plus spacieuses. La 4e avenue comporte une succession de manoirs et de riches demeures. Viennent ensuite des développements plus récents, des bungalows surtout.
Elle revient aux premières avenues, se félicitant d'avoir effectué ce repérage en voiture, car elle se rend rapidement compte que les habitations sont plus spacieuses et qu'elles n'ont rien à voir avec la maison de son enfance. Donc tant mieux, se dit-elle, je pourrai compléter mon pèlerinage plus rapidement et revenir à la maison un jour ou deux plus tôt. C'est donc le cœur battant qu'elle prend le chemin de la première maison identifiée afin d'y enquêter sur son occupation. Puis elle se ravise. Non, il vaut mieux respecter mon plan. Je reviendrai demain matin. Sur le chemin du retour, elle décide de s'arrêter au parc de la Victoire, dont lui a parlé sa logeuse ce matin. À la limite de la ville, elle découvre ce charmant jardin comportant quelques étangs et de petits boisés, des zones gazonnées, une section de jeux pour les enfants et des terrains de sport d'équipe. L'endroit est bien aménagé et son entretien est impeccable. Et beaucoup de monde s'y trouve. Eh bien, voilà pourquoi Saint-Fabien m'a paru tellement désert ce matin. Tout le monde est ici. À une extrémité du parc, elle découvre une grande arche portant l'inscription « Le sentier des loups » et, en plus petit caractère, « La résilience des loups et la force du groupe ». Peut-être connaissez-vous cet endroit. C'est un site superbe, un long sentier pédestre parcourant une vieille forêt peuplée d'espèces végétales très variées et d'une faune abondante. En traversant cette forêt, la rivière qui longe Saint-Fabien s'est élargie. Un petit pont de pierre a été aménagé pour la traverser, puis le sentier, discrètement balisé mais superbement aménagé, se lance à l'ascension d'une haute colline boisée en la contournant par sa face méridionale. En arrivant au sommet, le visiteur aboutit sur un cap rocheux, offrant une vue dégagée vers le nord d'où l'on domine Saint-Fabien et la campagne environnante. Le point de vue est fantastique. Le spectacle est d'une telle beauté. Sonia est émue aux larmes. Elle doit absolument faire découvrir ce lieu magnifique à Sébastien et aux garçons. Au petit déjeuner, le lendemain matin, elle fait part à l'aubergiste de sa surprise concernant la prospérité de Saint-Fabien, et surtout de l'émerveillement que lui a procuré sa visite au parc et au sentier. Sans dévoiler les raisons très personnelles qui l'ont emmenée dans ce lieu, elle ajoute qu'elle est native de Saint-Fabien et qu'elle n'y avait pas remis les pieds depuis l'âge de 5 ans. Beaucoup de gens sont partis suite à la fermeture du moulin, répond Lucie. C'était le principal employeur de la ville. Les années qui ont suivi n'ont pas été roses. Tu serais venu il y a 25 ans, tu aurais dit une ville fantôme. Et puis, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. On aurait dit que les planètes s'étaient réalignées. Plusieurs personnes sont revenues, des jeunes surtout. Ils ont ouvert de petites entreprises, ils ont embauché, ils ont pris le contrôle de la mairie. Ils sont allés chercher des subventions. C'est avec ça qu'ils ont retapé le parc. Puis, ils ont ouvert le sentier des loups. Avec ça, et beaucoup de bonne volonté. Et de la bonne humeur. J'ai fait ma part. Je ne sais pas trop ce qu'il y avait dans l'eau, mais tout le monde était de bonne humeur à Saint-Fabien à cette époque. Aujourd'hui, Sonia va enquêter sur les 2 lieux qu'elle a identifiés hier. Elle commence par la maison qui correspond à ses souvenirs, mais dont la situation, trop près de l'intersection, lui laisse un doute. Chemin faisant, elle prépare son introduction. Bonjour, je m'appelle Sonia. Non. Bonjour, j'habitais dans ce logement. Non, je ne suis pas sûr. Il faudrait mieux dire bonjour, je crois avoir habité dans cette maison. Non. Je voudrais visiter... Non, je ne veux pas visiter. Je veux retrouver le petit voisin... Non, une approche plus indirecte. Je fais enquête... Non, c'est pas une enquête.
Je cherche à retrouver des copains de mon enfance. Oui, c'est ça, c'est déjà mieux. En arrivant devant la maison en question, son cœur se remet à battre avec force. C'est bon signe, se dit-elle. Son introduction n'est pas complètement prête, mais elle improvisera, c'est tout. Voilà la porte. Elle sonne. Les battements de son cœur dans ses tempes. Elle a chaud. Pas de réponse, pas de signe de vie. Elle attend encore un peu. Elle sonne de nouveau et ferme les yeux. Elle entend la porte s'ouvrir, elle ouvre les yeux et, surprise, la porte est fermée. Elle sursaute en apercevant le voisin la toiser avec un sourire narquois. Oh, bonjour. Élise n'est pas là, elle est partie travailler. Élise? Oui, Élise, vous sonnez chez elle, vous la connaissez? Oui, en fait, non, pas vraiment. C'est compliqué, on dirait bien. Je peux vous aider? Non, en fait, oui, peut-être. J'essaie de retrouver une personne, mais pas Élise, non. Un jeune garçon qui aurait à peu près mon âge aujourd'hui. Vous cherchez un club de rencontre? Non, c'est quelqu'un que j'ai connu autrefois. Comment s'appelle-t-il? Je ne sais pas, j'ai oublié. Ce sera pas facile. Et pourquoi cherchez-vous ici? J'habitais ici à l'époque. Le jeune homme l'examine attentivement des pieds à la tête, toujours avec ce sourire narquois, puis déclare « J'en suis très étonné ». Ne sachant trop comment interpréter ce commentaire et cet examen, Sonia lui demande « Ah oui, et pourquoi ?» Parce qu'avant Élise, mon oncle et ma tante ont habité ici pendant presque 50 ans. Sonia s'exclame « Vous êtes certain? Oh, très certain. Vous ne me croyez pas? Ah oui, excusez-moi, j'ai dû me tromper d'endroit. Pardon du dérangement. Mais vous ne me dérangez pas du tout. Entrez, vous prendrez bien un café. C'est gentil, mais non, j'ai plusieurs visites à faire aujourd'hui. » Puis un mensonge. Elle n'a qu'un autre lieu à visiter, et tout son temps. Mais elle doit se concentrer sur sa tâche. La 6e rue est déserte. Elle repère rapidement la maison en question et stationne devant la porte. Le bâtiment est en mauvais état et les portes sont condamnées, comme celles des 2 immeubles voisins. Elle marche lentement jusqu'à l'intersection, comme si elle cherchait à se connecter avec ce lieu. Sur le trajet du retour, elle marche tout doucement, les yeux mi-clos, en tentant de revivre la scène. Elle se revoit sur sa trottinette. Le garçon lui bloque le chemin. Elle éprouve un moment de panique qui se transforme en rage. Elle se dirige résolument vers le garçon et s'arrête juste avant le contact. Elle revient dans le temps présent, secouée par cette expérience. Elle scrute le trottoir comme si elle cherchait des preuves, des indices, des témoins. 30 minutes plus tard, Sonia est établie au café, l'Illusion, sur la rue principale. Elle a consulté ses courriels, malgré la promesse faite à ses collègues. Rien d'important. Ce matin, elle a visité les 2 endroits qu'elle avait repérés la veille, et sans surprise, elle n'a obtenu aucune information objective concernant l'événement qui la préoccupe. Mais du point de vue émotionnel, il s'est passé des choses sur lesquelles elle souhaite revenir. La première maison n'était pas la bonne, de toute évidence. Si le voisin disait vrai, et quelle raison aurait-il de mentir? Le logement était occupé par des membres de sa famille. Si on ajoute le fait qu'elle est située trop près de l'intersection, on peut raisonnablement l'écarter. Par contre, Sonia s'interroge sur sa réaction lorsque le jeune homme lui a proposé d'entrer chez lui. Elle n'est pas d'un naturel craintif en général, mais là, elle a paniqué. Pendant un moment, elle s'est imaginé qu'il s'agissait du petit garçon qu'elle avait renversé, qu'il avait reconnu et voulait se venger. Ce qui est totalement ridicule, car le jeune homme avait au moins 15 ans de moins qu'elle, donc il n'était pas né au moment des événements. Mais elle a eu peur. Pendant 30 secondes, peut-être, elle a vraiment eu peur. Elle n'avait jamais envisagé les choses sous cet angle. Elle avait blessé un petit garçon, peut-être gravement, et elle éprouvait du remords. Elle est venue ici pour se libérer de ce remords, pour demander pardon peut-être. Mais jamais elle n'avait envisagé que sa victime pourrait souhaiter se venger, et que n'étant plus un enfant, il pouvait en avoir les moyens. Pour la première fois, elle prenait conscience qu'elle ne cherchait pas un enfant, mais un homme.
Un homme qui peut-être avait souffert et souffrait peut-être encore. Elle devait prendre cette réalité en considération. L'autre chose qui l'embarrassait était le moment où elle était retournée dans le temps et s'était vue sur sa trottinette. Il y avait un écart entre sa reconstitution et son souvenir. Elle ne sait pas quelle part de sa reconstitution émanait de sa mémoire et quelle part était attribuable à son imagination, mais elle est certaine que sa mise en scène, si courte fût-elle, comportait une faille importante. Pourtant, elle était bien sur cette trottinette, elle se dirigeait bien vers sa maison, le garçon lui avait bien bloqué le chemin, elle avait bien ressenti la rage l'envahir, et elle avait bien foncé sur le garçon. « Vous habitez par ici ?» Sonia sursaute. Elle n'a pas vraiment porté attention au personnage assis à la table voisine et qui l'interpelle. Non, non, je suis en visite, j'habite Montréal. Vous avez de la famille dans le coin? Non, non, pas vraiment. Il la regarde en silence avec insistance. Un homme costaud, plus très jeune, peut-être de l'âge de ses parents, ou même un peu plus. Touriste? Oui, si on veut. Il la regarde toujours avec insistance. Il a bien compris qu'elle n'est pas une touriste au sens propre. Son regard est pénétrant et il semble lire dans ses yeux, comme dans un livre. Elle baisse les yeux. Et comment trouvez-vous Saint-Fabien? Très beau, très bien. C'est un bel endroit. Ça n'a pas toujours été le cas. Ah, je sais. Ah, vous savez, en fait, j'ai habité ici il y a quelques années. Quand j'étais toute petite, je suis né ici. Et voilà, la porte est ouverte. Quand on est né à Saint-Fabien, on fait partie du clan. Comment s'appellent ton père et ta mère? Puis font quoi? Ils vivent encore ici? Non, j'avais 5 ans lorsque nous avons quitté Saint-Fabien. Et ils sont décédés maintenant. Son interlocuteur enchaîne alors les questions, les hypothèses, les anecdotes sur les faits et gestes des habitants de Saint-Fabien pendant une bonne vingtaine de minutes, sans réussir à retrouver de pistes valables. En désespoir de cause, il lui redemande « Et qu'est-ce que tu recherches à Saint-Fabien ?»« Rien de spécial, je voulais voir, c'est tout. » Encore une fois, il la regarde en silence. De toute évidence, il ne la croit pas. Après un moment, il se lève. « Bon, je dois retourner à la maison, j'ai du travail qui m'attend. Bien content de t'avoir rencontré, Sonia. » Puis, après une pause, « Oublie le passé, ma fille. Va retrouver ton mari, tes enfants. Il n'y a plus personne ici pour toi. » Particulièrement troublé par ce dernier mot, et d'une manière générale par les événements de la journée, Sonia retourne explorer le sentier des loups pour tâcher de faire le point. Arrivée sur place, sa première question porte sur sa motivation initiale. Qu'est-elle venue faire ici? Qu'espérait-elle y trouver? Refaire le passé? Ce qui a été fait ne peut être défait, nul ne peut revenir sur ses pas. Souhaitait-elle y trouver des réponses? À quelle question? Dans quel but? Est-elle venue pour se soulager, mettre un terme à ses cauchemars, retrouver un bon sommeil, trouver la paix? Assurément. Mais il y a plus. Se déculpabiliser, apaiser ses remords. Mais de quoi est-elle coupable? Quel juge a déclaré coupable une enfant de 6 ans sans défense? Quelle réponse a-t-elle trouvée? Quel soulagement? Est-elle apaisée? Elle ne sait pas. Du moins, elle est certaine de rien. Chose certaine, elle n'a rien pu changer à ce qui fut. Le ciel est couvert, l'air est plus frais, le sentier est désert. Sonia peine, l'ascension est lente.
Les questions se pressent, les réponses sont rares. Et si tout ceci ne pouvait être qu'un mauvais rêve, elle se pince. La montée se poursuit ainsi pour 1 heure, peut-être plus. Sonia a l'impression de n'avoir trouvé aucune réponse. Pourquoi est-elle venue ici? Elle n'a rien trouvé. Elle n'a rien changé. Qu'est-elle appris sinon que nul ne peut revenir sur ses pas? Assise sur le cap rocheux, Sonia contemple la ville, la forêt, les champs, la rivière, le ciel et les nuages. Elle sourit. Elle se sent bien. Elle sait que ses cauchemars sont terminés maintenant, parce qu'elle a compris que sa vie se trouve devant elle, pas derrière. Elle essuie une unique larme au coin de son œil. Elle se lève. Son pèlerinage est terminé. Elle peut maintenant revenir sur ses pas et rentrer à la maison.